Bonjour YouTube, bonjour à la communauté CTA et plus particulièrement à ma guilde Active Inc. Sans plus tarder, je te laisse découvrir le chapitre 1 du Grimoire Chromé. Kira, de la chaîne CryptoChill, et son équipe de voiceurs sont fiers de vous présenter le Grimoire Chromé. Bienvenue à l'Apologium. La voix rauque de l'Algazil, arbitre des combats, est noyée dans la bronca de l'arène survoltée. Du côté d'Arcante, les cris de la foule sont amplifiés par les olifants magiques, dont les échos se répercutent de proche en proche, le long des arches de pierre sculptées. Les archons magiques rivalisent de virtuosité pour s'exprimer, depuis les fusées éphémères du feu, jusqu'aux secousses cadencées de la terre, en passant par les floraisons chorégraphiées des mages de la nature. L'air et l'eau combinent leurs talents et rincent les travées de vent vif et humide qui dispersent les hurlements extatiques. En face, du côté de Mantris, les vivas sont transformés en flashs hypnotiques et dansants. Les drones balayent les gradins en quête de spectateurs les plus hologéniques pour les afficher en 3 dimensions sur 4 mètres de haut. Qu'ils soient cybernétiques, boostés à l'adrénaline ou au Meditech, magnifiés par la génétique ou escortés de robots, les heureux élus exultent de se voir apparaître en hologramme au sommet de l'architecture aérienne qui signe l'élégance de leur camp. L'Algazil lutte pour inscrire sa présence dans cet impressionnant spectacle son et lumière. Perdu au centre de l'arène où il se tient seul, sa silhouette se fond trop facilement dans la phosphorescence joyeuse, si bien qu'il s'en remet à sa voix surpuissante pour émerger, en exploitant le moindre ressac dans la marée sonore de l'enthousiasme collectif. Bienvenue à nos amis de la cité-continent de Mantris. Comme s'il n'attendait que ce signal, un essaim de drones s'élève au-dessus de la zone est de l'Apologium pour entamer une chorégraphie de lumière. Millimétré dans ses mouvements, le balai de lucioles mécaniques trace figure et logo à la gloire des 4 textiles de la mégapole. Les cybernétiques s'éclatent à changer les couleurs à la volée quand ils ne bloquent pas les moteurs magnétiques des drones, tandis que les robotiques font leur possible pour les maintenir en vol. Les génétiques observent le résultat en regrettant le bariolage ou en louant au contraire les trouvailles combinatoires, tandis que les yeux pétillants des Meditech n'en perdent pas un pixel. Bienvenue à nos amis des territoires magiques d'Arcante. En réponse, la partie ouest de l'Apologium entonne un concert tonitruant. Les lithophones posent une basse rythmique percutante et profonde, sur laquelle s'appuie un foisonnement mélodique d'instruments à cordes, composés de 1000 bois et crins différents. Ça pourrait n'être que gracieux si les rafales métalliques des cornemuses et des trompes ne rehaussaient la mélodie, lui offrant une ampleur tonale unique. Très vite, l'hymne gagne en puissance et en émotion, jusqu'à ce qu'un improbable orgue à feu n'embrase littéralement cette interprétation polyphonique. Voilà ce que j'appelle en mettre plein la vue et les oreilles. Triomphe le régisseur, transcendé par la vibration prodigieuse de l'enceinte. Seule l'Abalition, notre compétition reine, peut proposer une telle ferveur. Et seul l'Apologium lui offrir une arène à sa hauteur. Depuis la tribune royale, Solis savoure avec un plaisir presque coupable l'engouement populaire des deux camps. Elle vibre au diapason de cette liesse qui dissonne, fruit d'une détestation réciproque entre Arcante et Mantris, et se surprend à en apprécier les harmoniques inattendues qui s'en dégagent. Pour cette ouverture de l'Apologium, rien n'est plus loin de ce vibre ensemble dont elle rêve. Et pourtant, quelque chose de secrètement commun résonne dans l'enceinte, sous la furie des invectives et le choc évident des deux cultures. L'Algazil profite d'une légère accalmie pour allumer ses premières mèches. Alors pour ceux qui vivent au fin fond des grottes montagneuses de la Conga... Des rires moqueurs éclatent côté Mantris. Et pour ceux qui ne voient le monde qu'à travers le halo rose de leur métavers... Les sarcasmes fusent côté Arcante. Voici un bref rappel des règles de l'Abalition. Cette fois, la rumeur gronde des deux côtés de l'Apologium. L'impatience d'entrer dans le vif du sujet est palpable. Mais l'Algazil le sait, aussi protocolaire soit-elle, ses présentations, relayées sur tous les écrans magiques et technologiques qui chapeautent l'enceinte, font partie intégrante du spectacle. Elles en construisent l'attente
et l'attention. Déjà l'écoute est plus dense, plus centrée. Les combats se jouent en 4 manches gagnantes. Pour chaque manche, 4 équipes. Dans chaque équipe, un tandem. Dans chaque tandem, un archante et un mantri, tous deux reliés par une chaîne. Un attrapeur au poignet droit pour l'un, un repousseur au bras gauche pour l'autre. Pour le reste... L'arbitre laisse flotter quelques secondes sa voix, accompagnant l'attente d'un geste de la main. Les armes sont libres! Hurle la foule dans un catharsis brutal. Les écrans montrent une paire de combattants, l'un brandissant un gant très allongé, l'autre un imposant bouclier en forme de pavois. Les partenaires portent une cuirasse épaisse, celle du porteur de gants est équipée de 3 cibles placées sur l'épaule gauche, sur le torse et dans le dos. Les skins mantris et les sortilèges arcantes permettent à chaque spectateur de personnaliser le visuel, choisissant l'origine, le sexe et les couleurs de chaque membre du duo. Dans tous les cas, une constante demeure. Attaquants et défenseurs sont forcément issus des 2 camps. Via la chaîne à leur poignet, Mantri et Arcante sont unis pour le meilleur, et surtout pour le pire. Son public en feu, le régisseur prend un malin plaisir à égrener les explications complémentaires. Simple est le principe. Pour l'attrapeur, il s'agit de toucher les 3 cibles de l'attaquant adverse pour éliminer la paire. Pour le défenseur, il s'agit de protéger son partenaire. Ce n'est pas une question d'envie ou de loi du plus fort comme le croient les candides, c'est juste une question... De vie ou de mort! Achève encore la foule, rompue au mot rituel de l'Algazil. Submergé par l'ambiance, Solis voudrait oublier que l'Apologium commémore la guerre des héros, un conflit entre Arcante et Mantris, qui s'acheva sur un cessez-le-feu ambigu, et infiniment discuté. C'était il y a 20 ans, et le temps n'a pas apaisé les rancunes. Aujourd'hui, l'Apologium est une survivance de la guerre transformée en sport populaire. Un cimetière bruissant, rempli de célébrités passées par les armes, qu'on vient visiter par nostalgie, tout en rêvant de grandeur. Perché dans les gradins de ce cimetière, face à l'ennemi Mantri, Solis aimerait voir dans cette arène sanglante moins un puits à cadavres qu'un pont. Un pont jeté entre les anciens adversaires, par-dessus la guerre larvée qui coule. Une chance de réconcilier enfin les 2 peuples. Et quelles que soient ses convictions personnelles, elle lisse sa longue natte pour dissimuler son trouble. Distraitement, elle en égrène les 7 anneaux tressés dans ses cheveux, d'un noir plein, un pour chacun des 7 archons magiques. Elle taquine de la langue l'anneau d'or et d'onyx qui perce sa lèvre supérieure. Elle se retient de le mordre. Elle préfère finalement laisser cheveux et anneaux tranquilles. Elle ne veut pas paraître nerveuse. Pour évacuer la tension qui demeure, elle se redresse et tâche discrètement de trouver une position plus princière. Non, plus royale. Assis en demi-cercle derrière elle, les dynastes des territoires d'Arcante s'agitent. Solis voudrait croire qu'ils ne font que s'étirer pour mieux profiter du spectacle. Sauf qu'elle sent le chant des vibrations qui émanent de leur corps et vient la secouer avec une intensité qui la tremble. Ça reste difficile à lire avec précision, ça monte et ça décroît. Les ondes exhalent la personnalité de leur émetteur, mais l'impression globale est celle d'un violon éraillé dont les dynastes joueraient sans égard ni accord. Elle jette un regard en coin pour dissiper le malaise, mais elle n'ose pas tourner ostensiblement la tête. Elle ne voit qu'Hannibal, debout à sa droite, en gardien vigilant. Dépassant allègrement les 4 coudées de haut, il est impressionnant avec ses bras musculeux croisés sur sa poitrine aux pectoraux saillants. Sa peau sombre, lui comme du bronze à la lumière de cette chaude journée d'été. Son crâne lisse et chauve est parcouru de reflets d'airain. L'encombrant marteau et l'énorme hache qui se croisent dans son dos soulignent sa carrure tout en puissance. Ses armes sont censées se manipuler à 2 mains, pourtant Hannibal les utilise en même temps, d'une seule lorsqu'il combat. Une telle carrure est incongrue chez les mages. À quoi bon soulever de la fonte lorsqu'un sortilège peut fendre une dalle ou ensevelir votre adversaire sous un éboulement? Bien qu'elle connaisse la réponse à ce mystère, Solis choisit d'évoquer un souvenir 100 fois partagé avec Hannibal, dans l'espoir d'apaiser les vibrations inquiètes qui s'échappent de sa peau de marbre. C'est en plus une bonne excuse pour observer les dynastes à la dérobée. Dites-moi, mon cher Hannibal. À demi-tournée, main sur la coudoir pour tenir sa position royale, elle fixe le mage guerrier, ce qui place la moitié des nobles dans son champ de vision. Quel âge aviez-vous exactement quand vous avez remporté l'Apologium? Malheureusement,
Il est l'un des rares à connaître ses qualités. Noble et mage en reste aux apparences. Celle d'une femme isolément belle, une jolie princesse qui porte une couronne trop grande et trop lourde pour sa jeune tête. Son père aurait pu et dû la préparer, s'il n'avait pas été ce père rêche et indifférent. Au lieu de croire en elle, il a sevré sa fille d'attention au point de laisser en elle une fissure de confiance. Elle n'est pas prête à régner. Pas encore en tout cas. Il lui faudrait davantage de fermeté et moins de compassion. Il le sait, il le sent. En sa qualité de mage de la terre, il perçoit la moindre vibration de son environnement. Un apprenti perdrait ses sens dans le trépignement du public, dans le battement des percussions, dans les oscillations erratiques des gonfalons et des écrans publicitaires agités par le vent. Un thaumaturge moins doué que lui ne discernerait pas le piétinement des gladiateurs qui patientent avec anxiété dans les sous-sols de l'apologium, les chocs entêtés de la chaîne qui tape contre la herse s'ouvrant sur l'arène, la galopade furtive des rongeurs sur le sable crissant. Hannibal, lui, en perçoit absolument tout, et ce d'autant plus facilement que le public surexcité fait vrombir l'apologium tout entier. Même les pulsations du cœur fébrile de Solis, il les capte, comme il capte le raclement des chaises discrets mais nerveux des dynastes, le grincement de leurs dents et les crispations qui mettent leurs os en tension. La loge royale vibre comme un point d'eau vers lequel s'avance prudemment un Ravix cerné par les fauves. Hannibal devine avec acuité combien Solis a besoin d'une victoire à l'apologium. Les membres du conseil des dynastes, eux, craignent une défaite, tout en l'appelant secrètement de leur vœu. Bouffis de richesse mais sevrés de magie, ces nobles ont des âmes de charognards spiralant autour d'une proie facile. Solis ne doit pas faire preuve de la moindre faiblesse, sans quoi elle pourrait finir assassinée. Il fera en sorte que cela n'arrive pas. Tant qu'il sera là pour la protéger, personne ne posera les mains sur elle. Hannibal ne laisse rien paraître de son état d'esprit. À l'image des mages de la terre, il dégage une puissance calme qui atténue et absorbe les émotions, de sorte qu'il conserve cette réserve granitique qui sied si bien à son rôle protecteur. « J'avais 17 ans, Malka. » lui répond-il enfin. 8 ans déjà. À l'époque, le jeune Hannibal n'était pas encore le mage de la terre qu'il est aujourd'hui. Pour prix de sa victoire, il exigea d'entrer au service du Malek Tornil, le père de Solis. Disposant déjà de sa propre garde personnelle, le Malek lui confia par défaut sa fille. Depuis ce jour, Solis et Hannibal ne se sont plus quittés. C'est bien à la 7e et dernière manche que vous vous êtes imposé. Avec un seul marteau, si je ne me trompe. C'est exact, Malka. Solis sourit, emporté par cette histoire pourtant 100 fois entendue. Combien de fois m'avez-vous raconté votre victoire ici même? Ce qu'elle vous a offert, ce qu'elle vous a coûté. Ce jet de marteau désespéré qui a tout décidé. Sans lui, vous ne seriez pas là. Solis a un petit rire, écho d'une adolescence pas totalement achevée. Elle continue à le fixer. Elle aimerait qu'il lise dans son regard tout ce qu'elle ne peut exprimer à haute voix. Si Hannibal impose un respect craintif à quiconque croise son chemin, elle ne voit en lui que son ange gardien, son protecteur fidèle. Plus que cela en réalité. Un grand frère qui a remplacé un père absent et froid. Le mage guerrier était-il taillé à l'origine pour ce rôle? Sans doute pas. Mais il s'est toujours tenu à ses côtés. Il a été pour elle un roc de confiance, et c'est déjà bien assez. C'est déjà tout. Sans surprise, les espoirs de Solis sont déçus. Malgré toute sa bonne volonté, Hannibal reste plus à l'aise avec les armes qu'avec les sentiments. En réalité, c'est juste qu'il a appris à masquer ses vibrations les plus douces. Le colosse n'a que trop bien compris ses attentes. Il aimerait l'escorter sur le champ dans la bibliothèque où elle passait des heures. Il adorerait lui raconter d'autres histoires des gens de granit, le clan de bâtisseurs au sein duquel il a grandi dans les montagnes d'Akongwa. Il tuerait pour céder encore à ses caprices, en bougonnant plus que de raison, pour la faire rire, la consoler, lui faire oublier ses peines. Sauf qu'il se l'interdit. Se comporter ainsi, ce serait l'empêcher de se projeter dans l'avenir, d'occuper pleinement le trône sculpté. Solis doit cesser d'être l'enfant qu'il portait sur ses épaules pour devenir la Malka qui porte Arcante sur les siennes. Il doit l'aider à percer sa chrysalide, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle prenne son envol, quoi qu'il lui en coûte. Leurs regards s'éternisent, le silence aussi.
Solis cherche à prolonger encore un peu la conversation. Elle épuise la même chaleur qu'un campeur, transi auprès des braises qui s'éteignent. Elle chuchote pour n'être pas entendue des dynastes. J'ai du mal à m'y faire. À quoi donc, Malka? Précisément à cela que vous m'appeliez par mon titre. Hannibal crispe les mâchoires, ce qui le rend plus intimidant encore. Les temps changent. Tu règnes désormais. Le colosse appuie ses mots d'un coup d'œil sans subtilité aucune en direction des dynastes. Solis n'est pas dupe. Hannibal n'apprécie pas l'évolution de la situation. C'est bien connu, l'Archon de la Terre a le conservatisme dans le sang. Pour ne rien arranger, il la considère comme sa petite sœur. Et comme la plupart des grands frères, il peut se montrer méfiant et lourdeau à mesure qu'elle grandit. Il en souffre au moins autant qu'elle. Il n'y a qu'à voir la façon dont il toise les 3 membres de la garde personnelle qu'il escorte depuis la mort de son père. Ils ont beau être des guerriers talentueux, qui ont fait leurs preuves, Hannibal est persuadé d'être plus efficace et autrement plus concerné qu'eux. Elle préférerait qu'ils se soucient un peu moins d'eux et un peu plus d'elle. Ne comprend-il pas? Elle ne manque pas de prétendants à sa protection, non. Elle manque d'amis à qui se confier. Tout cela, Solis renonce à le lui expliquer. Elle se repositionne face à la reine pour se perdre dans la contemplation de l'apologium. Comme en écho à ses sombres pensées, la lumière se tamise, à croire que le soleil s'est couché précocement. L'apologium se couvre d'un toit temporaire pour se transformer en vaste amphithéâtre. L'assistance retient son souffle, ce qui permet à l'Algazil d'imposer sa voix sans concurrence. Il y a 20 ans, jour pour jour, sur ces terres mêmes du Rift, 2 légendes se sont affrontées pour un combat fatal. Un combat tellement puissant, tellement démesuré, qu'il a changé la forme même de notre continent. Tombe un silence de plomb. Puis 2 corps holographiés montent du sable même. Shaka et Faust. La génétique et le primus de l'ombre. Le paragon de Montris et le champion d'Arcante. Haut de 8 mètres, les hologrammes sont visibles depuis n'importe quel gradin. La qualité de l'image est telle qu'on distingue nettement les scarifications qui vallonnent la peau de Shaka, héritée du reptile avec lequel son génome fut hybridé. Torse nu, la poitrine comprimée d'une seule bande de tissu, la légendaire fait sereinement face à Faust. La silhouette du primus, pour sa part, est mangée par un long manteau taillé dans les ténèbres, tissu dont les volutes capricieuses tracent une longue traîne ondulante. Là encore, la netteté de la projection permet de détailler les excroissances osseuses caractéristiques des invocateurs de l'ombre qui déforment son crâne et tendent la peau de son visage, au risque de la fendre. Avec sa peau pâle, ses orbites et ses pommettes artificiellement saillantes, il a l'air d'un cadavre. Ou plus exactement, de la mort en personne. Une mort terriblement vive. 20 ans après, le combat entre Shaka et Faust reste indépassable en termes d'impact. Il n'est pas culte, il est mythique. Il est devenu chaque année un peu plus, pour avoir marqué la fin de la guerre des héros. Acculés, Arcante et Montris s'envarent à utiliser les sortilèges les plus corrompus et les armes les plus destructrices. Les populations des 2 camps s'inquiétaient de cette escalade, elles poussèrent les dirigeants à trouver une issue au conflit. On ignore qui exactement a eu l'idée, mais la solution finalement adoptée se résuma à un combat des champions. Shaka versus Faust. La charismatique guerrière de Montris, une humaine animale génétiquement optimisée, contre le ténébreux primus de l'ombre. Un choix étrange mais romantique, pour une affiche extrêmement prometteuse. Le plébiscite fut immédiat. Et le résultat, catastrophique. Aujourd'hui encore, le déroulement du combat est sujet à d'infinis débats. Une moitié des historiens affirment que Faust l'a emporté, l'autre moitié prétend que Shaka s'est sacrifié pour éliminer le primus. Ce sur quoi tout le monde s'accorde en revanche, c'est la façon dont le duel s'est achevé. Par une inexplicable explosion, si dévastatrice qu'elle a ravagé le continent d'Artelium du nord au sud et tracé une frontière claire entre les 2 camps, le fameux Rift. Ce Rift est devenu une zone de désolation, un no man's land à l'horizon aussi plat qu'un océan, une affreuse cicatrice au relief poncé par l'érosion, une lande stérile et sans eau, une terre momie poussiéreuse, figée sur un cri d'agonie éternelle. Suite à ce terrifiant cataclysme,
le conflit s'est achevé sur un armistice confus, sans vainqueur clairement désigné, sans avoir livré un verdict définitif. De cette frustration est née l'envie d'organiser l'Apologium, dont l'arène est plantée en plein milieu du rift, à égale distance des frontières Arcante et Mantrie. Cette envie de connaître à tout prix le nom du vainqueur, la Malka ne la comprend guère, d'autant moins que cette obsession reprend de plus belle à chaque édition de l'Apologium. Selon elle, plutôt que de chercher à savoir comment l'affrontement s'est conclu, il serait préférable d'œuvrer à ce qu'il n'y en ait plus jamais entre les deux nations. Indifférents à ces questionnements, Shaka et Faust entament dans l'arène leur combat de légende. Ils virevoltent dans un balai mortel aux figures complexes, se déplaçant à une vitesse surnaturelle qui rend floue l'image initialement si nette. Vient le premier temps fort du combat. Faust lance un déluge de dagues de jet à une cadence si intense qu'il semble avoir autant de bras qu'un kraken. Assailli, Shaka slalome divinement entre les lames au sillage de brume, dévie celle qu'elle ne peut éviter de ses bras au cuir impénétrable. Mais au moment où la pluie de lames s'arrête, une ultime dague, sortie du néant, traverse en foudre sa défense et lui transperce l'œil, noyant son visage d'un brouillard noir. Le public pousse un cri de compassion. Solis se touche inconsciemment l'arcade. Figé un instant par la douleur, Shaka ne peut parer la seconde lame qui l'aveugle définitivement. Elle chancelle, elle va s'effondrer. C'est fini. Le combat devrait logiquement s'arrêter. C'est là que survient le second temps fort. Dans un sursaut transhumain, Shaka brandit ses deux épées à lame crantée et se projette sur Faust. Malgré sa cécité, elle a conservé ses mouvements furtifs et reptiliens, sa vitesse de serpent. Surpris par une résilience si fulgurante, le Primus perd la fraction de seconde qui lui aurait permis d'esquiver l'assaut désespéré. Les épées lui traversent à la poitrine, de part en part. Si la technologie offre aux images une fluidité exceptionnelle, la magie du son d'Arcante renforce l'immersion. On voit tout, on entend tout, on ressent tout. Alors que Faust est transpercé, l'Apologium résonne du déchirement des chairs et du raclement des lames crantées qui baraquent les côtes. Nouveau cri de douleur partagé. Les deux adversaires se font face, corps à corps, ils se vomissent leur sang en plein visage. Et disparaissent. L'enregistrement cesse brutalement, soufflé par l'explosion qui ravagea Arthelium pour laisser la brûlure sulfurante du rift. Dernier cri du public, exprimant la frustration cette fois, puis ce silence magnifique du respect qui enveloppe les deux héros et accompagne leur disparition dans l'arène. Solis ne prête guère attention à ces images d'archives, vues et revues à chaque édition de l'Apologium. Aussi immersive soit-elle, la retransmission manque pour elle de la vibration des présences. Aussi impressionnant soit-il, le combat ne dégage aucune autre onde que des photons produits par des machines et du son qu'on ensorcelle. Ce qui en revanche l'intéresse hautement, ce sont les déferlantes et le ressac cassé des émotions qui traversent le public. Ce spectre prodigieux de frissons, de gestes qui tremblent, de peurs contenues et de catharsis électriques qui rythment à chaque seconde le déroulé revécu du combat. C'est comme si Solis en percevait la gamme chromatique dans toutes ses nuances et son ampleur. Comme si elle ne pouvait s'empêcher d'entendre le battement des sangs dans le cœur comprimé, la poussée des souffles entre les lèvres qui s'ouvrent, de sentir la buée humide qui en sort et tourbillonne, le feu soudain dans les joues, dans les mains. Parfois elle a des éclairs de prescience, tout lui arrive, déboule en elle, sa cage thoracique est une cage à rafales, ses nerfs grésillent comme des cordes de guitare, sa peau boit l'hygrométrie rare de la reine. Elle aimerait tout prendre et tout repousser. Elle subit tout et elle l'appelle. Elle se sent prémuse d'un arcome qui n'existerait pas, ou pas encore, qui aurait été inventé pour elle seule, un arcome d'orchestre qui ferait sonner ce monde d'ondes en féconde harmonie. Et soudain, elle a une vision en plein cœur de l'Apologium. C'est plus qu'une vision. C'est un accord de harpe qui cingle d'un riff ses fibres et les font crisser. Son corps entier devient caisse de résonance, rien d'autre. Elle ferme les yeux pour mieux sentir, pour mieux comprendre. Là, soudain, elle voit Shaka aspirer, avaler comme dans l'envers d'un drap immense qui serait le ciel. Elle le sent qui se retourne comme un gant. Elle sent Faust aussi, en face, habité d'un silence insensé, immense, qui éteint jusqu'au crissement du sable. Il a cessé de combattre. Ça,
Elle en est sûre. Il a cessé, délibérément. Délibérément. Lorsqu'elle revient à elle, la Malka prend conscience qu'Hannibal la regarde, inquiet mais souriant. Elle aimerait tant partager ce qu'elle a éprouvé, mais comment le dire? Comment traduire cela dans le seul registre de l'infrason qui fait vibrer la terre? Dans le stade gigantesque, la foule reste suspendue à une question qui structure l'existence entière des deux peuples, une question que partage Hannibal depuis toujours, de Mantris la technologique ou de la magique Arcante, qui est la plus forte? Qui va l'emporter? C'est pour cette raison que l'Apologium se tient à la date anniversaire du combat mythique entre Shaka et Faust. Chaque année, des gladiateurs des deux camps réinterprètent le duel des champions pour forcer le verrou de l'histoire en quête d'une réponse qui soit définitive. Qui est sorti vainqueur? Shaka la génétique ou Faust le primus de l'ombre? Hannibal a combattu ici il y a 8 ans pour le savoir. L'ancien Malek a mené ici sa fille chaque année pour la même raison. Par une fulgurance inattendue dont la netteté l'a bouleversée, Solis vient de comprendre ce qu'elle n'avait jusqu'ici qu'entrevu. Elle possède un pouvoir, ou peut-être même un don. Elle sent des vibrations que personne ne sent. Un doute, un seul, la tenaille, alors que se prépare le premier combat. Et si depuis 20 ans, Arcante comme Mantris se posait la mauvaise question?